La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Une fois encore, madame, messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. C'est l'édition de jeudi donc sur les antennes d'Equinox Télévision. La nouvelle expression parle bien entendu du Nord-Ouest. Le film de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, c'est le grand titre du journal. Et puis, on peut trouver tout cela en page 3 avec l'histoire qui est racontée ici par son épouse dans le journal La Nouvelle Expression. Le même journal s'intéresse à autre chose, parlant notamment des sénatoriales. Les chefs de l'Ouest s'humilient. En tout cas, certains ont fait le pied de grue, en tout cas le 13 février 2018, dans l'espoir d'être donc enrôlé dans l'une des listes du RDPC, c'est en page 5 du journal. On parle également de manipulation des jeunes donc instrumentalisés, des pontes du régime ont d'ailleurs incité les jeunes, les enfants, à demander à Biya de se présenter donc à l'élection présidentielle 2018. C'est ce qu'on peut lire également en page 12. Et puis on va parler également de l'Afrique du Sud avec Zuma qui démissionne enfin. C'est en page 10 de ce numéro disponible aussi. Le journal Info Matin qui est dans les kiosques s'intéresse à l'université de Yaoundé 2. Minkwache humilie Magloire à Ondoa. Le recteur a annulé d'ailleurs mardi dernier la soutenance de thèse de doctorant professionnel donc dirigée par le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est ce qu'on lit dans le journal ce matin. En page 4, le même journal s'intéresse aussi à la coopération scientifique. Le modèle norvégien inspire bien sûr le Cameroun, et ce qui ressort d'ailleurs de l'audience de Madeleine Tuente accordée donc hier à l'ambassadeur de Jens Peter de ces pays à Yaoundé. On a pu écouter beaucoup de choses et à lire également dans le journal en page 3 ce matin. Des explications sont donc contenues dans ce numéro. Le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques s'intéresse plutôt à autre chose, parle de commerce illicite avec notamment Douala qui est devenu au cœur du trafic d'ivoire. C'est un article, un dossier à lire de la page 3 à la page 9 de ce numéro, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal s'intéresse à bien d'autres sujets que je vous invite à découvrir aujourd'hui également, si vous faites un tour dans les kiosques aussi. Voyez-vous, il y a le soir hebdomadaire qui est dans les kiosques qui parle de la présidentielle 2018. Ces imposteurs qui trahissent d'ailleurs le peuple, ils ont promis, en tout cas, ils promettent de faire quelque chose de positif au-delà de ce qui avait déjà été fait. En tout cas, le journal propose tout un dossier sur cette question avec ces visages bien connus de la République, qui veulent donc être président de la République pour certains et également sénateurs pour d'autres aussi. Donc des propositions qui sont contenues dans le journal, le soir hebdomadaire ce matin. Et puis on parle d'enquête. La gendarmerie donc en situation de crise aiguë. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 4 aussi. À lire si vous faites un tour dans les kiosques. On va poursuivre avec le journal Le Financier d'Afrique qui parle du Fonds monétaire international qui dénonce les liens incestueux entre États et bien sûr les banques en zone CEMAC. Que se passe-t-il concrètement? Il y a une crise financière qui secoue plusieurs pays de la sous-région et c'est à découvrir dans le dossier que propose le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Le journal parle également d'échanges commerciaux. L'Union européenne veut renégocier l'accord de partenariat économique avec la CEMAC. C'est à lire dans le même journal, dans les kiosques ce matin. Et puis le Gabon qui renforce la gestion même des finances publiques. C'est à lire dans ce même numéro. Et dans les kiosques également, pour terminer, il y a le quotidien Le Messager qui parle notamment des sénatoriales, RDPC, la bataille de l'Ouest Cameroun. De nombreux chefs traditionnels de la région de l'Ouest Cameroun veulent donc occuper ces postes-là, puisqu'ils estiment que ceux qui étaient déjà là n'ont pas fait du bon travail. Ils ont des idées, des nouvelles pour améliorer les conditions de vie des populations. Et voilà ce que la presse vous propose, avec d'autres sujets aussi que je vous invite à découvrir. Parlant notamment de l'université de Yaoundé 2 avec le professeur Minkwache qui désavoue le professeur Magloire Ondoa. C'est à lire aussi dans le même journal, disponible dans les kiosques ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Balondongo, bonjour téléspectateurs de Equinox Télévision, bonjour surtout à toutes ces personnalités de la République qui, je le dis toujours, suivent avec beaucoup d'intérêt la revue des grandes unes, et parmi celles-là, je dis bonjour à M. Grégoire Orona, ministre du Travail, secrétaire général adjoint du RDPC, qui m'a dit il y a 2 jours, ça va monsieur, je vous suis tous les matins, je suis la revue des grandes unes tous les matins, même comme vous, Equinox, vous aimez taper sur le gouvernement, mais je vous suis, et sachez que ce que vous dites va intégralement dans la tête des spectateurs. Donc, ou vous faites de la communication, ou vous faites du journalisme, mais essayez d'informer les gens. Et le mot qu'il termine en disant que la construction d'un pays n'est pas facile du tout. Et c'est vrai, la construction d'un pays n'est pas facile, mais la construction de ce pays doit aussi permettre à la population de savoir que les gens qui sont attelés à construire ce pays-là le font avec amour et avec passion, ce qui n'est peut-être pas le cas pour beaucoup de collaborateurs du chef de l'État qui ne savent pas jusqu'à quel point il est
difficile de construire un pays. Donc, Monsieur Grégoire, on a bonjour, merci pour votre assiduité, mais nous pouvons vous rassurer, la revue des grandes unes est une émission dont le but, la mission est d'éclairer et surtout de faire comprendre aux gens qu'il ne suffit pas de lire un journal, la une d'un journal, mais qu'à l'intérieur, on peut avoir une opinion. Voilà. Donc, allez, c'est un fidèle parmi tant d'autres, en tout cas, on le sait, puisque Equinox est mondial, Equinox n'est pas que Douala ou Yaoundé ou local. Donc, merci également à tous les autres qui regardent ce programme. La nouvelle expression ce matin revient sur le film, en tout cas de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. Le reporter est allé rencontrer l'épouse du sous-préfet en question et il se ressort des informations aussi croustillantes, importantes, désormais, à comprendre un peu ce qui est arrivé à ces derniers. C'est un récit tout simplement pathétique. Vous savez, quand on va tendre le micro à l'épouse d'un homme qui a disparu depuis 4 jours et dont on ne sait pas s'il est encore vivant ou si on ne l'a pas tué, enterré quelque part, c'est vraiment poignant. Et cette dame raconte les derniers moments qu'elle a passés avec son mari, comment elle était à la maison, comment elle se préparait pendant qu'elle se préparait à aller à la place des fêtes, comment son mari est parti de la maison pour aller régler pour aller procéder au dernier réglage avant le début du défilé. Et comment là-bas, sur la place du défilé, c'est ça aussi le plus important, comment la place du défilé était encerclée par des hommes en armes et lourdement armés, comment ils ont couché tout le monde sur le sol, et comment le sous-préfet lui-même est parti. Donc, vous voyez, je pense que ce récit lui-même doit interpeller davantage des responsables de la sécurité et du maintien de l'ordre qui savent que ces gens-là ne font pas leur coup au hasard, ils choisissent des coins bien isolés, ils peuvent venir contrôler toute une place, contrôler tout un village, contrôler même une bonne partie d'une ville, presque impunément, comme si l'armée ou les forces de sécurité n'étaient pas là. Donc, le récit de cette dame, sincèrement, il donne la chair de poule et il nous faut réellement comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui. Quand le chef de l'État, dans son discours, dit que la situation dans le sud-ouest et le nord-ouest est en train d'être circonscrite. Mais non, ce qui s'est passé le 11 février à Batibo est grave. Ce n'est jamais arrivé au Cameroun, même au pire moment du terrorisme post-indépendance. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est pratiquement une guerre civile qui fait que les gens arrivent, contrôlent tout un territoire, impunément enlèvent les gens, brûlent les gens et brûlent les édifices publics. Bon, je pense que c'est le début d'une guerre civile qu'il faut rapidement circonscrire avant qu'elle ne prenne plus d'envergure. Alors, lorsqu'on parcourt l'article justement de la nouvelle expression parlant du film de l'enlèvement du sous-préfet, on peut lire que l'épouse revient plusieurs fois, elle prononce plusieurs fois le nom du responsable, le responsable du comité d'organisation et qui était donc en tout cas chargé de mettre en place tout le nécessaire, qui a appelé à plusieurs reprises le sous-préfet pour des choses qu'il ne doit pas en tout cas régler. Il était question que le maire s'occupe de l'organisation, mais là, le responsable des activités culturelles a plusieurs fois appelé l'épouse même pour lui dire qu'il y a des hommes en tenue, des hommes armés à cet endroit, à la place des fêtes, et qu'il a vu des gens partir avec son époux dans un véhicule, mais il ne connaît pas la direction. Oui, mais vous savez, je vous l'ai dit, les gens qui vont lire cet article vont être tout simplement stupéfiés par ce qui s'est passé. Et sans faire un procès à ce responsable-là, on ne peut pas dire qu'il était forcément du côté des ravisseurs ou bien il était forcément un spectateur atterré. Mais la dame donne les détails, le menu détail des raisons pour lesquelles il appelait le sous-préfet, notamment que la propre chaise même du sous-préfet n'était pas encore là. Le sous-préfet avait dit qu'on aille voir le maire. Bon, vous savez, vous connaissez la frilosité des fonctionnaires et surtout leur souci de ne pas recevoir des descentes de foot par la suite. Bon, il y avait peut-être des dérèglements au niveau de l'organisation et c'est peut-être pour cela que le sous-préfet est parti de son domicile avant la fête pour mettre un thème à cela. Bon, était-ce un piège? Était-ce de malheureux concours de circonstances? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'on a vu comment dans un pays comme le Cameroun, un pays normal, un pays cadré par les forces de défense, on peut venir, des groupes armés peuvent venir tenir en jour tout un village et emmener aux responsables de l'administration. Ce qui se passe, je vous le dis, et je le maintiens, est très très grave. Et moi, je pense qu'il ne serait pas opportun que ce genre de situation se renouvelle parce que ce qu'ils ont fait, c'est un exploit qu'ils sont en train de crier sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas que ça continue comme ça. Et je l'ai souvent dit, la proposition que j'ai souvent faite, c'est que dans ces régions à haut risque, il faut absolument redoubler de
de multiplier par 2 ou par 3 les éléments du BIR qui, eux, sont beaucoup plus aguerris contre le terrorisme et contre des actes crapuleux comme cela. Très bien. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, on peut inviter les lecteurs à aller découvrir ce que la nouvelle expression propose sur le film de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, c'est en page 3. Le même journal parle également des sénatoriales. Les chefs de l'Ouest simulent, selon bien sûr le journal, ils ont siégé en tout cas le siège, bien entendu, qui était chargé d'enrôler ces différents candidats. On observe que les chefs ont décidé cette fois d'être donc au devant de la scène parce qu'ils estiment que ceux qui ont géré les affaires durant pratiquement 4 ans révolus, 5 ans, n'ont pas apporté la solution aux revendications des populations. Je ne vois pas en quoi un chef s'humilierait s'il va poser sa candidature pour devenir sénateur, puisque dans la constitution du dossier du sénateur, dans les conditions d'éligibilité, il n'est pas interdit à un chef de briguer la fonction de sénateur. Bon, si les chefs de l'Ouest, vous avez vu les chefs de l'Ouest parce qu'on a voulu les indexer, aller aussi dans d'autres régions du Cameroun, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup d'autres chefs traditionnels qui cherchent à devenir sénateurs. Non, moi je pense que le journaliste qui a fait cet article s'est peut-être ému du fait qu'il y avait beaucoup de chefs de groupement, de chefs de 2e degré, de chefs de 3e degré, qui ont voulu tenter leur chance. C'est tout à fait légitime. Ce sont des militants du RDPC qui savent très bien qu'avec le RDPC, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup plus facile de devenir sénateur que quand on se trouve du côté de l'opposition. Donc, moi, je pense que ces chefs qui sont venus composer leur dossier, sont venus briguer déposer leur candidature. Moi, je ne vois pas en quoi c'est humiliant. Moi, j'ai vu il y a 2 jours on comprend que tout cela se passe uniquement au sein du parti au pouvoir, RDPC, parce que ça se mange. Mais je vous l'ai dit, candidats. Je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de chances de devenir sénateur quand on est militant du RDPC que dans d'autres partis. Je vous dis qu'il y a 2 jours à l'hôtel Savoie, j'ai vu un nombre incalculable de personnalités qui étaient venues déposer le dossier. Vous ne pouvez même pas imaginer des personnalités même les plus insoupçonnables, mais qui rêvent de devenir sénateur, qui veulent devenir sénateur et qui mettent tous les moyens pour devenir sénateur. Bon, c'est le moment des sénatoriales. Vous allez aussi voir le nombre de personnalités et de chefs traditionnels même qui vont déposer leur candidature pour devenir député dans quelques temps. Bon, ne parlons pas des régionales qui arrivent. Il y en a qui sont tout simplement en train de déguiser leur couteau pour entrer dans ce grand jeu. Parce que dans les présidents de région, justement, les chefs traditionnels ont une place de choix. Donc, moi, je pense que c'est une période très électorale. Ils vont jouer sur tous les fronts. Oui, donc, soit les sénatoriales, soit les députés, la députation. Ou soit les régionales qui arrivent. Les régionales aussi. Dont on n'a pas encore fixé les règles, mais moi, je pense que c'est leur droit le plus absolu de chercher à briguer. Moi, je ne vois pas en quoi ils sont humiliants. Bon, peut-être parce que l'auteur de l'article estime que quand on est chef, on ne doit pas forcément postuler des fonctions politiques, mais rien n'interdit qu'un chef sénateur ne puisse briguer ce poste-là et ne puisse faire des choses pour sa communauté. L'autre question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que la première cuvée de sénateur en l'espace de 5 ans a bien pu faire. C'est pour cela peut-être qu'on peut se demander à quoi servent les sénateurs et pourquoi il y a autant de gens qui se bousculent pour devenir sénateur. Mais c'est la période, c'est l'ambiance. Il n'y a rien d'humiliant dans tout cela. D'accord. Alors la même information est contenue dans le journal Le Messager de ce matin, parlant de bataille à l'ouest Cameroun au sein du RDPC. C'est à découvrir également en page 2 pour comprendre aussi comment est-ce que ce sujet a été traité par ce journal, le quotidien Le Messager. Si on peut lire également dans la Nouvelle Expression en page 5 aussi. Alors on peut également découvrir un autre sujet dans la Nouvelle Expression. On parle de manipulation des jeunes instrumentalisés avec des pans du régime qui ont d'ailleurs incité les enfants à demander à Paul Biya de se représenter. C'est ce qu'on lit également en page 2 de la Nouvelle Expression. Oui, mais moi je pense que les images de cette manifestation des jeunes demandant à Paul Biya de se présenter ont fait le tour du Cameroun. Tout le monde les a vus, on les a vus sur tous les écrans de télévision. Il faut d'abord faire remarquer que ce ne sont pas les jeunes, comme on a dit, comme si on avait pris tous les jeunes du Cameroun pour le faire. Il faut d'abord dire que cette manifestation était une manifestation du RDPC. Vous avez vu que le secrétaire général de la présidence de la République portait une écharpe du RDPC. Les grandes personnalités qui étaient sur la tribune portaient et les tenues et les écharpes du RDPC. Maintenant, ces jeunes, la plupart, la quasi-totalité de ces jeunes
portaient des pagnes du RDPC en termes de tenue. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les jeunes du RDPC ou certains jeunes du RDPC qui ont été mobilisés. Le porte-parole a dit qu'il parlait au nom de toute la jeunesse. Bon, mais je ne sais pas si ce porte-parole, on ne peut parler au nom de mon fils qui est ici à Douala. Vous comprenez? Mais moi, je vous dis que quand on veut faire pchit, quand on veut faire sensation, surtout en cette période électorale, il faut démontrer par tous les moyens, et parfois même par les plus absurdes, qu'effectivement, une partie de la population est engagée. Bon, les journalistes et tous ceux qui sont en train de faire des commentaires plus ou moins grinçants autour de cet événement se demandent au nom de qui a mandaté ces jeunes pour demander à Paul Biya d'être leur président, qui a mandaté, quels sont les jeunes parmi ceux qui sont diplômés, même de l'enseignement supérieur, qui ne trouvent pas de travail depuis plus de 10 ans, qui sont obligés d'être Ben Skinman ou colboxeur, manucure et tout, pédicure et tout le reste, si c'est eux qui ont demandé. Bon, moi je dis donc que nous sommes en période préélectorale, tous les moyens sont bons pour passer des messages, ce message-là est en train de passer. On veut dire à la jeunesse que même si vous ne dites rien, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de demander à Paul Biya de se représenter. C'est de bonne guerre, c'est de la politique. C'est de la politique. Autant les candidats... Souvenez-vous quand même que Paul Biya a invité les jeunes à être davantage engagés, à apporter quelque chose de positif à leur pays, et que de demander ce que le pays leur a apporté. Dans son discours, Paul Biya, comme l'a dit le journal Haute News, Paul Biya appelle les jeunes à plus de patriotisme et de responsabilité. Mais ces jeunes-là, ils ont écouté le discours de Paul Biya, et ce discours est en train d'être disséqué, et disséqué vraiment de façon très scrupuleuse, parce que ces jeunes à qui Paul Biya demande de la responsabilité et du patriotisme n'ont pas beaucoup apprécié cet aphorisme que le chef de l'État a fait sien en demandant aux jeunes ce qu'ils peuvent faire pour le pays, de se préoccuper beaucoup plus de ce qu'ils peuvent faire pour le pays que de ce que l'État peut faire pour eux. Bon, moi j'ai entendu un jeune hier, par exemple, lui en train de s'insurger contre cette partie du discours du chef de l'État. Il dit, mais comment quelqu'un qui lui a tout eu de l'État, qui a été boursier de l'État du Cameroun, qui est parti à faire des études en France sous le compte du Cameroun, qui est revenu directement à trouver un emploi à la présidence de la République sans avoir fait un concours, qui est allé de ministère en ministère pour devenir président de la République. Mais est-ce que lui, il a fait quoi pour le pays pour devenir tout cela? Ces jeunes-là se disent qu'aujourd'hui, la bourse n'existe plus, ou ceux qui bénéficient de la bourse ou bien de l'argent de l'État, c'est peut-être certainement à cause soit de l'entregent de leurs parents ou de leur chef de village ou du chef de ceci ou cela. Mais ces jeunes aujourd'hui n'ont pas beaucoup apprécié cette partie du discours du chef de l'État qui demande aux jeunes de d'abord donner à l'État plutôt que d'attendre que l'État leur donne. Alors il n'y a pas eu de promesse cette année, en tout cas, dans son discours, le 10 février, il a simplement réitéré ce qu'il avait déjà dit, tout en rappelant qu'il y a plus de 400 000 emplois qui ont été créés, un peu plus déjà. Donc il fallait simplement être en activité et quelque chose. Des emplois créés par qui et où, hein? Le chômage est tout aussi criard. Moi, j'ai vu le Popolé qui a dit que ces 400 000 emplois ont été créés dans le secteur du Benskin et de la débrouillardise. Parce que quand le chef le dit, il ne dit pas dans quel secteur ces emplois ont été créés. Mais seulement, dans son discours, on retient que ce qu'il appelait les projets de première génération, c'est-à-dire les projets qui datent de 10 ans, il dit qu'ils sont en voie d'achèvement. Ça veut dire que pendant 10 ans, il n'y a pas grand-chose n'a été fait. Maintenant, il parle beaucoup plus maintenant des projets de deuxième génération qui sont en train d'être implémentés aujourd'hui, alors que ceux de première génération datant de plus de 10 ans ne sont pas encore faits. En fait, moi je pense que dans ce discours-là, et beaucoup de jeunes en sont convaincus, le président de la République n'a pas offert beaucoup de rêves. Il ne leur a pas donné des conditions, il ne leur a pas donné les modules qui puissent leur dire que cette fameuse émergence, c'est vraiment pour eux encore que ceux qui sont les plus rétifs. Mais souvenez-vous qu'il y a quand même, il a été créé un Conseil national de la jeunesse, il a été créé des structures comme le PIACI, le Fonds national de l'emploi et autres pour encadrer les jeunes. À quoi ils servent? À quoi ils servent? Quels en ont été les résultats? Et aujourd'hui, quand on en parle, on dit les jeunes. Il y a quelques jeunes qui bénéficient de cela, mais ils sont combien? Sur des millions de jeunes. Hein, vous savez, aujourd'hui au Cameroun, 62% des habitants à moins de 25 ans.
Alors, quand on parle des jeunes qui sont désespérés, moi je pense que l'État a le devoir d'offrir beaucoup plus de rêves, plutôt que de dire aux jeunes, l'émergence c'est dans 35 ans. En 2035, 2035 c'est dans 19 ans. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, à 19 ans, en 2035, auront 36 ans. S'il attend l'émergence, vous imaginez bien. Mais ceux-là se disent aussi qu'en 2035, le président de la République, s'il est encore là, aura 102 ans. Donc ces jeunes-là se disent qu'on est en train de leur vendre une marchandise au futur simple, en leur disant que, écoutez, dans 10 ans, ce sera bien supporté. Supporter, mais supporter, ils vont supporter comment? Ils sont diplômés, ils n'ont pas de travail. Ils sont diplômés, ils sont obligés de se débrouiller. On leur dit qu'il y a des emplois qui ont été créés, mais ils ne les voient nulle part. Et les benskins se multiplient. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation du Cameroun demande une plus grande mobilisation à insuffler à la jeunesse, mais pour des choses vraiment concrètes. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas dans le discours du chef de l'État. Bon, il est vrai, des exégètes du discours du chef de l'État nous ont dit que c'était un discours enflammé, un discours mobilisateur pour les jeunes, mais je pense que quand nous faisons le tour de ces milieux fréquentés par les jeunes, ils ne sont pas très mobilisés. En tout cas, dans le même discours du 10 février dernier, le chef de l'État a parlé des ordinateurs et que le stock, en tout cas, continuait à être distribué. Et on a vu d'ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur qui était à Douala hier, distribuer des ordinateurs PB aux étudiants. Il est à Boya également. Il a fini par parler, vous disiez qu'il n'allait jamais dire quelque chose sur les ordinateurs. Moi, j'avais dit qu'il n'en parlerait pas dans son discours de fin de l'année, il n'a pas fait. Mais pendant ce temps, vous avez vu comment le ministre Fabien Ndongo a tenté. Bon, il y a des gens qui estiment qu'il a tenté de parler des ordinateurs, mais vous avez vu l'agacement du chef de l'État. Mais nous persistons à dire que cette affaire d'ordinateur, elle ne va pas s'arrêter là, parce qu'on nous a parlé, en réalité, d'un prêt de 75 milliards qui avait été signé entre le Cameroun et la Chine pour la production et la distribution de ces avocats. Ces 75 milliards-là, qui va les payer? Est-ce que quand vous prenez une dette de 75 milliards pour offrir des choses, est-ce que c'est encore un cadeau? Bon, maintenant, quelques temps plus tard, quand l'affaire a éclaté, quand le prix lui-même a été démythifié, parce qu'on nous a dit qu'au lieu de 300 000 francs, que l'on dit que ces ordinateurs coûtaient, ils coûtaient plutôt 40 000 francs, j'ai lu dans un journal que le prêt de 75 milliards de francs annulé. Est-ce que c'est sûr qu'il a été annulé? Et s'il a été annulé, dans quel compte va-t-on mettre tous ces ordinateurs, toutes ces centaines de milliers d'ordinateurs qui continuent à arriver, qui continuent à être, nous dit-on, distribués? Moi, je pense que cette affaire-là, elle va faire les choux gras, non seulement de la presse, mais seulement de la chronique judiciaire dans quelques années. Parce qu'il faudra comprendre comment et pourquoi on a pu amener l'État du Cameroun à s'endetter pour 75 milliards, alors que tout à côté, en Côte d'Ivoire, on a vu l'État de Côte d'Ivoire prendre une dette de 4 milliards de francs pour construire une structure de montage d'ordinateurs qui crée au final de la valeur ajoutée, tandis qu'au Cameroun ici, on vous offre des ordinateurs d'ailleurs que les gars s'empressent d'aller vendre tout de suite à 30 à 40 000 francs. Donc l'affaire d'ordinateur dont on parle, le professeur Fabien Ndongo nous dit, était hier, et on nous dit qu'il est en train de se rendre au sud-ouest. Mais on dit que c'est seulement 55 ordinateurs qui ont été distribués, alors qu'on nous avait parlé de plusieurs centaines. Non, on ne va pas distribuer les 1000 ordinateurs, c'était l'échantillon. C'est pour ça que je dis qu'on va bien voir jusqu'où il y aura cette affaire d'ordinateur. Je vous assure que cette histoire d'ordinateur ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Moi, j'ai vu dans une vidéo qui passe dans les réseaux sociaux, je pense, le président du Mali qui était en train de parler des ordinateurs aux jeunes qui étaient en train de le huer. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Des étudiants qui huent le chef de l'État pour des ordinateurs parce qu'ils ont vu que le projet est un projet tout simplement fantasque. Au Cameroun, aujourd'hui, ceux qui sont dans les hauteurs du pouvoir estiment que c'est un exploit. Mais ceux qui sont dans la rue, les vrais étudiants et ceux qui vraiment estiment même que ces ordinateurs n'ont pas beaucoup de sens, continuent à attendre la suite, parce que la suite, il y aura une suite. Il y aura une suite, dans cette affaire d'ordinateur aura une suite. C'était plus de 1000 en tout cas, c'est le stock qui est arrivé récemment. Donc c'est à lire dans la Nouvelle Expression également de ce matin. Le journal L'Anecdote qui est disponible s'intéresse également à autre chose, parle de Douala qui est devenu le cœur du trafic d'ivoire. On a pu saisir, en tout cas la donne a pu saisir une bonne quantité et il est question de comprendre comment est-ce que cette quantité peut se retrouver dans des conteneurs au port de Douala. C'est un grand cours que vient de réussir la douane, mais c'est pas normalement pour la grande quantité entre guillemets qui vient d'être saisie et toutes les quantités qui passent régulièrement et tranquillement la douane depuis plusieurs dizaines d'années, on peut bien se demander
que représente cette cargaison saisie. Mais quand vous suivez l'actualité, vous voyez que dans nos parcs, c'est des dizaines d'éléphants qui sont tués pratiquement chaque mois. Il faut imaginer que la destination précise de ces défenses, c'est l'Asie et principalement la Chine. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec les espèces protégées qui sont en voie d'être complètement décimées, telles qu'il n'y a pas que les ivoires des éléphants. Il y a aussi les écailles de pangolin, il y a les cornes de rhinocéros, il y a des gens, il y a un commerce illicite et absolument criminel. En tout cas, un commerce qui fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Cameroun, beaucoup d'argent, notamment un commerce saupoudré de corruption. C'est ce que le Messager dit ce matin. Il fait perdre de l'argent comment? L'État lui-même ne vend pas d'ivoire. Ce sont plutôt des gens qui s'engraissent autour de ce commerce. Et même si on peut estimer que bon, pour que ces ivoires-là passent la douane, il faut qu'on paye la douane. Mais l'État perd quoi? En tout cas, ça fait partie des richesses du Cameroun, y compris la forêt et bien entendu la faune. Donc tout cela, ces éléments sont contenus également dans le journal. Vous oubliez les mines aussi, donc on le sait, on l'a vu à l'Est Cameroun. Les mines dont l'État ne se soucie pas, les mines qui sont confiées un peu à n'importe qui sont pratiquement privatisées et dont on ne connaît pas grand-chose de l'exploitation. Ça, c'est autant de choses qui peuvent scandaliser une jeunesse qui se demande, mais que font donc tous nos dirigeants des mines de notre pays qu'on a confiées à des Chinois ou à des opérateurs économiques privés? Très bien. C'est dans la presse, ces informations. On va dire un mot avant de sortir sur Info Matin qui parle de Minkwaché, qui humilie Magloire Ondoa. C'est le titre du jour. Ah oui, c'est la une du jour en tout cas. C'est la une du jour et vous savez très bien que nous tombons en pleine camerounaiserie avec des responsables de l'université, avec un grand patron qui estime que le recteur, lui, n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a eu une thèse de soutenance qu'il a tout simplement annulé. C'est tout simplement scandaleux. Il n'y a qu'aucun monde qui ce genre de choses aujourd'hui. Entre les PC et les directeurs généraux, entre les directeurs généraux et les ministres, on a l'impression que chacun fait n'importe quoi à son niveau, sans avoir peur de la moindre sanction, sans avoir peur de la moindre récrimination. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Maintenant, ce qui se passe maintenant, entre deux grands universitaires de ce cadre-là, est tout simplement une honte, et pour la jeunesse, et pour le pays. Très bien. Le même titre est contenu dans le journal Le Messager de ce matin. Professeur Minkwaché, désavoue le professeur Magloire Ondoa. C'est à lire également dans le journal. Voilà ce que la presse nous propose. Vous pouvez davantage faire un tour dans les kiosques et être au parfum de l'actualité. Merci à vous, Camille Nélé. Vous êtes retrouvé encore seul ce matin. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas une malédiction, ne vous en faites pas. Non, ce n'est pas une malédiction. Mais voilà. Bon, mais vous savez, on essaie de faire face à notre obligation d'éclairer les Camerounais, leur donner la possibilité de lire, d'avoir de l'intérêt pour les informations qui paraissent dans les journaux. Merci. Le reste, c'est dans les kiosques, chers téléspectateurs. Bonne journée à tous.